je vais quand même vous présenter donc Christophe Rossignon, producteur qui a monté avec son associé la société Nord-Ouest. Donc on va explorer à la fois la carrière de Christophe et puis parler de cette société qui a produit et 2 films que vous allez voir aujourd'hui qui sont Mi-Yubita, Mon amour, de Noémie. Alors je te laisse le dire parce qu'à chaque fois quand tu dis Noémie Merlan, Nicolas, il y a tellement d'amour dans ta voix que... Ah oui, oui, oh mon Dieu, quelle merveilleuse actrice, quelle merveilleuse personne, quel ange, voilà. Oui, mais ça ne nous donne pas le nom. Hein. Voilà. Donc voilà, Mi-Yubita, Mon amour, de Noémie Merlan. C'est mieux par lui. Et alors là, ça va être mieux par moi parce que c'est Mon ami, ma chérie et Suprême de Audrey Estrugo. Voilà. Alors on laisse revenir les derniers spectateurs qui veulent assister à cette masterclass. Avant que Nicolas Coll du magazine Écran Total, magazine professionnel du cinéma. C'est pour ça que, comme on fait l'interview d'un producteur, je ne voulais pas seulement que ce soit du point de vue émotionnel ou amical, parce que sinon, ça va être que des anecdotes qui n'ont rien à voir avec le métier. Néanmoins, je voulais en partager une avec vous, qui est l'anecdote du début, où moi je vois... que j'ai peut-être pour ceux qui ont lu le texte que j'ai écrit sur le site du festival, voilà, je vois un grand gars, un petit peu plus jeune que ce qu'il était quand vous le voyez dans les images des Césars, débarquer à mon bureau. Moi, je travaillais au service photo du magazine Première et il arrive à mon bureau et il me dit voilà, j'ai écrit une thèse sur la production dans le cinéma français. Et j'ai besoin de photos pour l'illustrer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et j'ai dit, bah, écoutez, je ne peux pas vous donner n'importe quelle photo, mais nous, on a des photographes et ça, j'ai les droits des photos et je peux vous en donner. Et donc, je lui donne des photos, il repart avec les photos et puis voilà, je crois qu'il m'a envoyé la thèse. J'ai déménagé depuis, donc j'ai dû la perdre dans un déménagement, donc on va s'engueuler. Je vais te la renvoyer. Voilà. Et en fait, on ne se revoit pas vraiment. Et puis... parallèlement à ça, je rencontre Mathieu Kassovitz qui vient un jour, comme si c'était, vous savez, les coursiers à vélo de maintenant, mais sauf que Mathieu était vachement en avance sur son temps. Il avait ramené tout ça de New York et il débarque comme un coursier à vélo au magazine et il dépose des flyers, vous savez, les petits bouts de papier là, avec le nom du film et l'horaire et le lieu de la projection, parce qu'à l'époque, les projections n'étaient pas du tout numériques, on ne pouvait pas envoyer un lien, il fallait vraiment louer une salle, il fallait vraiment projeter le film. Et dessus, il y a marqué Firo le Pou, et ça me fait rigoler comme c'est pas possible. Et je vais voir le film et je dis, mais c'est génial, ce type-là est en train de bousculer le cinéma français. Et 2 ans après, il remporte, Mathieu, un prix à Cannes avec son 2e court-métrage. Je dis Cauchemar blanc. Je trouve ça super. Et je vois dans la foulée un sujet sur une chaîne, une des chaînes qui avait éclos, qui était Paris Première. Je vois un sujet sur Mathieu et son producteur. Et je dis, mais je le connais, lui. C'est lui, son producteur. Et voilà. Et depuis ce moment où il est entré dans mon bureau, on ne s'est jamais quitté. Voilà. Donc, vous savez tout. Et est-ce que le jeune homme qui est rentré dans mon bureau, qui venait pas du milieu du cinéma du tout, quand il voit ce parcours-là, comment tu vois ça, toutes ces années? Rien, je sais pas. Moi, je regarde devant, donc il y a encore du chemin à faire. On peut encore s'amuser, on peut encore être libre. Donc du coup, non, ça me touche. Ça me touche parce que c'est des souvenirs. La papaye nous a emmenés jusqu'aux Oscars. Tran et moi, on est très jeunes. Il y a un embargo très lourd que l'Amérique a mis sur le Vietnam. Le Vietnam souffre terriblement de cet embargo. Et voilà, c'est pas qu'on se retrouve aux Oscars. L'Académie des Awards est libre, elle ne dépend pas de l'État fédéral américain, et qui n'a pas pu lui interdire de sélectionner un film vietnamien. Et avec Kung, on se retrouve avec une certaine naïveté. Aujourd'hui, on a un parcours, ça ne serait pas pareil. J'y suis retourné une 2e fois aux Oscars. Et là on était un peu plus chargé d'une expérience, etc. Là, on est à Los Angeles, une énorme limousine vient nous chercher avec un chauffeur qui est évidemment black, comme dans les films. Et puis on se retrouve là avec toutes les stars américaines. On n'ose pas leur parler. On va faire la queue pendant
une demi-heure pour dire un mot à Spielberg, puis quand on va arriver au pied de Spielberg, on va se dégonfler avec Kung, on va partir. On n'osera pas lui parler. Ça a changé quelques années plus tard. Hein. Oui, là, aujourd'hui, on oserait, mais là, on n'ose pas, quoi. Puis il vient de recevoir des Oscars pour la liste de Schindler. Et voilà, et c'est magique. Donc, pour moi, le cinéma a été magique et j'espère qu'il le sera jusqu'au bout. Voilà, c'est un grand rêve et des aventures. Je vais les garder pour moi parce que je ne sais pas si un jour je peux raconter tout ça, mais des aventures incroyables. Je les ai peut-être cherchées, je ne sais pas, j'avais peut-être envie de ça, de ces aventures. Me retrouver au fin fond du monde avec Mathieu pour faire l'ordre et la morale sur une île qui s'appelle Annaa, qui est à 3 heures d'avion de Tahiti, et où il y a 200 habitants, et nous on va débarquer à 200 avec une logistique monstrueuse. On est au fin fond du monde pour faire ce film qui ne va pas marcher, mais c'est pas grave. C'est un beau film, c'est une incroyable aventure, l'ordre et la morale. Et ça sera à refaire, je le referai. J'ai perdu de l'argent, beaucoup, mais c'est pas grave. J'en ai gagné sur d'autres films. Nicolas. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, en revoyant toutes ces images, quelle carrière, hein, évidemment. Mais vous parlez de magie, vous parlez d'aventure. Moi, j'ai envie, quand je revois tout ça, la magie, elle vient du fait. Il y a quelque chose il y a un point commun à tous ces films et votre carrière. Il y a un mot comme ça qui se dégage pour moi, c'est l'éclectisme. C'est quand même incroyable. Passer des films de Carion au mélodrame de Philippe Liorret, aux films d'animation de Michel Oslo, sans oublier des premiers films, des films sociaux, les films de Brisé ou le premier film d'Édouard Bergeon sur Au nom de la terre. Donc voilà, quelle est votre conception du cinéma, votre rapport au cinéma ? Le mot que vous venez de prononcer, l'éclectisme, pour moi, c'est un maître mot dans ma vie. Pour moi, c'est un maître mot pour l'humanité. C'est un maître mot qu'on devrait nous enseigner beaucoup plus puissamment à l'école. Après, c'est prétentieux de dire ça, peut-être, je ne sais pas. Mais l'éclectisme, l'univers est éclectique. Notre galaxie est éclectique. Notre système solaire est éclectique. La planète Terre, vue de là-haut, vue de la station spatiale, c'est pas très haut, mais quand même, elle est éclectique. Et on ne l'est pas assez, nous. Pour moi, tout est bon. Il y a des mauvaises choses, mais derrière les mauvaises choses, il y a toujours, quand on gratte quand même, la possibilité de comprendre pourquoi on en est arrivé à ces mauvaises choses. L'éclectisme, voilà, c'est le mot. J'adore ce mot. Et j'adore le mot atermoiement et oxymore aussi. C'est 3 mots que j'adore. Mais ça servira moins peut-être durant cette masterclass. Mais bon. Ce sont des beaux mots, ça sonne, il y a une belle musique derrière. C'est beau. Moi, il y a un autre mot qui me plaît beaucoup, c'est populaire. Parce que, ah ben oui, populaire. Parce que quand on revoit tous ces films, ce sont des films exigeants, des films qui défendent une vision, des films d'auteur, mais qui peuvent plaire au public, qui sont très larges. Et d'ailleurs, je fais une petite anecdote, si je peux me permettre de parler 10 secondes de moi. J'ai 34 ans, il y a 20 ans, j'étais déjà un fou de cinéma. Et quand on a 20 ans, on va au cinéma, on reconnaît les acteurs, on connaît les réalisateurs, les compositeurs un peu, John Williams, Ennio Morricone, voilà, mais pas les producteurs. Voilà. Si, Daniel Toscan-Duplantier. Parlons-en. Daniel était un producteur dont on connaissait le nom et le visage. Mais moi, à 14 ans, enfin entre 14 et 20 ans, alors que je n'étais pas censé m'intéresser aux producteurs, il y avait quelques producteurs français que j'avais identifiés comme des auteurs populaires et de qualité. Il y avait les frères Altmaier, il y avait Édouard Veil, il y en avait quelques autres, mon Dieu, je vais les oublier, mais il y avait vous, quoi, voilà. Donc populaire et exigeant, quoi, voilà. Exigeant mais populaire. Ça parce que le cinéma d'auteur populaire, moi, ça a toujours été ma ligne, faire du cinéma d'auteur, oui, parce que l'expression d'un moi-je, accompagner un cinéaste, accompagner un talent, dans son expression la plus libre possible. Pour moi, le cinéma est une zone de liberté, et j'espère qu'il le restera longtemps, et pour autant toucher le public. C'est important. On peut faire des très beaux films qui vont faire très peu d'entrées, qui vont être peu vus parce que ils n'ont pas rencontré le public, puis plus tard ils seront peut-être vus différemment. Bon, mais ça, peu importe. Mais quand on arrive à toucher le public, pour moi c'est l'unique finalité
Et donc ça, c'est la récompense, voilà, de faire des films d'auteurs populaires. C'est pour moi une grande récompense. Et pourquoi, pardon, mais pourquoi juste tu as voulu, avant de devenir ce producteur de films populaires, pourquoi juste tu as voulu devenir producteur? Parce que il y a beaucoup de gens qui veulent faire du cinéma et généralement ils veulent être, c'est ce que tu dis, réalisateur ou acteur, mais pas toujours, toujours producteur. Pour faire comme mon père. Mon père était agriculteur à l'époque où les agriculteurs n'étaient pas sous le diktat de Bruxelles et de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, il était libre. Donc, enfant, je suis dans une immense zone de jeu qui est une ferme qui n'est pas sous les normes, qui n'est pas sous la sécurité, sous le matériel sophistiqué, etc. J'ai 60 ans. Donc, quand je suis gamin... Il y avait des chevaux. Non, il y avait des tracteurs McCormick sans électronique. Mais mon père était un homme libre. Et pour moi, ce métier m'a permis d'être un homme libre. C'est très égoïste et peut-être prétentieux, mais j'ai fait ce métier pour pouvoir écrire ma vie moi-même pour moi-même. Ma vie moi-même pour moi-même. C'est prétentieux et égoïste, je l'assume. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Je voulais être indépendant, je voulais être mon propre patron, je voulais décider, je voulais être libre. Je voulais pas. J'ai été salarié d'une grande entreprise allemande, Siemens, dans l'électronique médicale. J'étais très bien chez Siemens, très belle boîte. Avant, j'avais travaillé chez un artisan qui vendait des téléviseurs et des machines à laver Philips. J'étais très bien chez lui, mais voilà, je voulais être indépendant. C'était pour moi essentiel dans ma vie. Et alors, indépendance, mais alors donc on en est, si on cite les mots-clés, donc éclectisme, populaire, indépendance, fidélité aussi. Libre. Liberté, fidélité. Ah, mais fidélité, oui. Fidélité parce que vous avez commencé par produire des courts-métrages, oui. Les courts-métrages de Tran Anh Muong et de Mathieu Kassovitz. Vous les accompagnez sur leur premier long-métrage. Oui, puis... mais quand vous rencontrez Tran Anh Muong, je le rencontre sur le cours, je produis son cours, il fait un court-métrage complètement dingue, La pierre de l'attente. Il y a une puissance cinématographique. Je suis jeune producteur, il me fait faire des trucs, un truc de dingue. On ne construit pas de décor pour faire des courts-métrages, on n'a pas ces moyens-là. Lui, il arrive à me pousser pour que je trouve ces moyens-là, uniquement parce qu'il a un plan essentiel, avec une position de sa caméra et l'objectif qu'il a choisi. Si on n'est pas en décor pour retirer le mur et mettre la caméra à la place du mur, il n'a pas son plan. Et moi, je me dis, il est fou, mais je ne sais pas, mais en tout cas, il est habité, j'ai envie de le suivre. Et après, il me dit, je t'emmène au Vietnam, qui était une folie. La Papaye verte, on voulait le tourner au Vietnam, on n'a pas réussi. On n'avait pas assez de moyens. Le Vietnam n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et puis, on arrivait juste après l'amant de Jean-Jacques Hano et Indochine de Régis Varnier, qui avait des moyens colossaux. Donc, on l'a fait en studio à Brie-sur-Marne, La Papaye. Mais il m'emmène au Vietnam, je le suis. Et Mathieu, il y a Fier-le-Pou, après il y a Cauchemar Blanc, on est à Cannes, on reçoit un prix, mais je n'ai plus lâché. Donc on fait Métis, il voulait faire Assassin, le film avec Michel Serrault en premier film, je le convainc que ce n'est pas possible, qu'il y a une ambition, parce qu'on a fait un court-métrage qui s'appelle Assassin, et il veut le passer au long. Je lui dis d'accord, mais Mathieu, ce n'est pas un vrai premier film, il faut que tu parles de toi, Et il me dit, t'as raison. Et bien, il fait un film, Métis, où il joue dedans, et il joue le fameux coursier à vélo dont parle Patrick, avec sa tenue à lui, son vélo à lui, sa vie à lui, avec sa copine Métis. Voilà. Et puis Métis est un très chouette film. Et alors on se met sur Assassin, donc il avance sur l'écriture, et arrive la ferme à Macomet, dans un commissariat du 18e, où un jeune gars a été tué par un policier qui l'a bousculé, Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous tapez sur Google l'affaire Macomet. Et puis, et il me dit, on fera Assassin plus tard, là, je veux faire un film sur la banlieue, sur une bavure policière, en noir et blanc. Je le suis, je ne vais pas le lâcher. Mathieu est bourré de talent, je le sais depuis le court-métrage, comme Tran Anh Muong. Donc la fidélité, oui, mais quand vous êtes marié, pardon, c'est très sexiste, je vais me prendre un hashtag, je vais me faire complètement allumer, mais quand vous êtes marié avec une très belle femme, vous ne la quittez pas.
Je suis désolé de ce que je viens de dire. Non, mais non, pourquoi et pourquoi pas? Non, mais moi je me souviens, puisque nous nous connaissions à l'époque, que tu avais ce souci. Quand vous êtes marié avec un très bel homme ou un homme gentil, vous le quittez voilà. Pas, quoi. Voilà. Voilà, tout le monde est gâté. Non, mais à l'époque, tu étais tellement fidèle qu'il y avait presque un truc tu te considérais plus comme un accompagnateur que comme et tu avais très très envie de rester avec ces deux-là, que comme le découvreur de talent et que tu es devenu par la suite. Et je me souviens même de cette phrase que tu m'avais dite. Pour toi, un producteur, c'était comme un extincteur sur un tournage. C'est-à-dire que s'il était important de savoir qu'il est là, mais on n'était pas obligé de s'en servir. Oui, c'était une phrase de Philippe Carcassonne. C'est un journaliste, je crois, de Première, qui est sur le plateau d'un film de Claude Sautet que Carcassonne a produit. Et Carcassonne est là tout le temps. Le journaliste est resté plusieurs jours. Et il dit à Sautet, mais votre producteur est là tout le temps, à quoi il sert? Et Sautet lui dit, à rien, mais regardez l'extincteur qui est sur le mur, il sert à rien, mais au cas où, il est là. Donc c'est Carcassonne qui m'avait raconté ça m'a fait beaucoup rire. Accompagnateur, oui, c'est mon métier, accompagner des talents. Révéler, alors on dit oui que j'ai révélé Tran Anh et Kassovitz, ils seraient révélés sans moi. Donc j'ai révélé Bergeon, oui, je suis allé chercher Bergeon dans sa tanière. Une collaboratrice à moi voit son documentaire, elle trouve le DVD, elle me le donne, elle dit tu devrais regarder ça par rapport à tes origines et par rapport à ton frère. Parce que j'ai parlé de mon frère au bureau, qui a eu des difficultés comme agriculteur, alors lui sur le diktat de tout ce qu'on a dit. Et je vois ce documentaire, mais je tombe de mon armoire. J'appelle mes sœurs, je leur dis regardez ça, le dites pas à mon frère tout de suite, mais ça va vous toucher, tout ça. C'est d'abord un truc de famille. Et puis je cherche à rencontrer Bergeon, je l'appelle, je lui dis est-ce que vous acceptez de me rencontrer? Le mec, il éclate de rire, il me dit mais vous êtes fou, quoi, vous êtes Rossignon? Je dis oui, c'est moi, je suis Rossignon. Il dit vous me demandez si je suis d'accord pour vous rencontrer? Il dit oui. Il dit je sais que vous êtes fils d'agriculteur, donc alors voilà, on déjeune. Et puis on parle agriculture, de mon frère, de nos parents. Lui, ses parents étaient plus jeunes que les miens. Et puis en l'écoutant, je lui dis, il faut que vous fassiez un film de votre vie, du suicide de votre père. Il faut qu'on fasse ça. Il me dit, non, je ne peux pas. Non, je ne vais pas me mettre en scène, je ne fais pas de fiction, je ne sais pas écrire, je fais du documentaire, je ne veux pas. Et bien, je ne vais pas le lâcher. Pendant 3 mois, je vais lui tourner autour. Pendant 3 mois, on va dîner, voilà. Et puis à un moment donné, il me dit, on se tutoie, il me dit, si tu veux, trouve-moi un scénariste, mais trouve du temps parce que j'ai besoin que tu sois à mes côtés. Et je lui dis, je vais me gêner, tiens, bien sûr que je vais trouver du temps. Et voilà, et ça a été une magnifique aventure. On n'avait absolument pas imaginé que le film ferait succès, qu'on n'a pas imaginé qu'on finirait toute une soirée à l'Élysée avec le président de la République dont on pensait qu'il n'entendait rien à l'agriculture, on s'est complètement trompé, avec tout ce qui a débouché au Parlement, au Sénat, pour essayer de changer la loi, pour essayer de trouver le moyen d'aider ces agriculteurs qui sont au bord du gouffre. On a fini à Bruxelles avec Éric Jadot, avec tout le Parlement européen. Je ne sais pas, ce film nous a emmenés faire des trucs invraisemblables. Voilà, et il y a encore une autre aventure, et il y en aura d'autres. Donc, est-ce que j'ai révélé Bergeon? Non, il serait révélé autrement. Je l'ai accompagné, par contre. Ça, oui. Voilà, je ne l'ai pas lâché. Et sur la promo, grâce à un distributeur que j'adore, Michel Saint-Jean, quand il a vu le film, il a dit, les gars, moi, je suis né à Paris, tout ça, c'est vous, les fils de paysans. Vous avez la maison Diafana à votre disposition. Il dit, Rosignon, on a travaillé ensemble, il a distribué Azur Asmar, on a eu un énorme succès, 2,8 millions d'entrées. Voilà, et donc Michel a dit, vas-y, faites, toute la maison est à votre service. C'est magnifique. J'adore Michel. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire par rapport à l'aventure Édouard Bergeon, Au nom de la terre, le film s'appelle comme ça, 2 millions d'entrées, donc c'est un succès fou et effectivement assez inattendu. Et du coup, j'ai envie de vous dire, pour rappeler je rappelle, le métier de producteur, c'est bien sûr d'amener un projet au marché, de rassembler des fonds,
Et c'est le moins drôle, ça. C'est moins drôle, oui, mais ça en fait partie. Chiant. Si on est un peu plus terre à terre, ça en fait partie. Voilà. Si on est plus terre à terre, ça en fait partie aussi. Et donc, je me demande, je suppose qu'il y a des sujets qui sont des histoires qui sont parfois un peu plus faciles, pour lesquelles c'est plus facile de convaincre. Je pense que là, Moi, j'en ai pas eu beaucoup. vous cherchez de l'argent pour, vous allez voir des partenaires et vous leur dites, bah voilà, j'ai un projet de film, c'est sur le suicide des agriculteurs. Bon. Oui, mais je suis habitué à ça. Ça peut faire peur. Quoi. Non, je m'en fous, parce que ça a commencé avec La haine en noir et blanc, des acteurs pas connus sur la banlieue. Ça a commencé avec Tran Anh Mung, un film en vietnamien sous-titré le Vietnam, qu'est-ce que Rossignol, tu viens nous emmerder avec ton histoire vietnamienne. Après, ça a continué avec Une hirondelle a fait le printemps. Michel Serrault était un vieil acteur ringard dont plus personne ne voulait. Et puis, il y a un partenaire qui m'a dit « Oui, bon, tu as trouvé un mec du ministère de l'Agriculture pour fumer le cul des vaches de ton père ». Je me suis levé, je lui ai dit « Bon, d'abord, tu ne parles pas comme ça de mon père ». Et puis je t'emmerde. Voilà, c'était un dirigeant de France 2, avec qui après j'ai fait d'autres affaires, donc on s'est rabiboché. Mais j'ai claqué la porte de son bureau, lui dit je t'emmerde. Et du coup j'ai produit ce film sans qu'il y ait de diffuseur télé. Je me suis dit ils sont trop cons. Donc on a fait 2,4 millions entrées. Alors là quand France Télévisions a dit on vous l'achète, je lui ai dit ouais mais c'est 3 fois le prix. Qu'est-ce que vous croyez vous êtes trop cons, quoi. Donc tant pis pour vous. Et mais après j'ai refait d'autres films avec France Télé, heureusement qu'ils sont là, parce qu'il y a un certain nombre de films d'auteurs qu'on ne pourrait même plus faire sans eux. Mais bon, voilà. Et donc des films contre. Welcome était contre. Pourquoi voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, mais et Joyeux Noël n'était pas pour. Joyeux Noël. Alors ça, parce que si pour aller dans ton sens. Sur le financement des films, et il a raison, c'est aussi ça le métier de producteur, et c'est intéressant par rapport au film que toi tu as fait, d'expliquer aux gens que ces succès qui paraissent du point de vue du spectateur comme des films qui vont de soi, n'ont pas été des films qui vont de soi. Et moi j'ai un peu vécu de près l'aventure Joyeux Noël, où il y a, là c'est le producteur à l'ancienne, c'est jusqu'au coup de bluff. À un moment où, si tu peux raconter ça, ou que tu organises vraiment un coup de bluff au Festival de Cannes. Ah oui, et ben, ça a été une sacrée aventure, Joyeux Noël. Mais Cannes, oui, on le montre à Thierry Frémaux. Non, mais avant ça, même au moment du financement. Ah, tu veux dire au moment du financement? Cette fameuse conférence de presse que nous avons fait. Ah oui, tu veux dire, oui, un an avant. Oui, tu as raison, j'étais en train d'oublier ça. Oui, j'essaye d'amorcer le financement du film au Festival de Cannes en faisant une présentation du film avec Patrick. Et bon, ça va pas vraiment amorcer. Et ça va suivre une année de bataille pour financer le film, avec des trucs invraisemblables, des choses qu'on ne pourrait même plus faire aujourd'hui. Une coprode avec l'Angleterre, impossible aujourd'hui, il y a le Brexit. Et avec la Roumanie, compliqué. On a dû délocaliser parce qu'on n'a pas pu tourner en France. Ce n'était pas pour des raisons financières, parce que l'armée française, qui était les seuls qui possédaient des grands terrains qui nous permettaient d'être tranquilles pour tourner Joyeux Noël, a refusé qu'on tourne ça chez eux, alors qu'on avait l'appui d'Alio Marie, la ministre. Mais on a compris que les élus n'étaient pas forcément les élus, elle n'est pas élue, mais les politiques n'étaient pas forcément les patrons, en tout cas pas à l'armée. Et j'ai revécu ça avec l'ordre et la morale. Donc, peu importe, on a fait des coprodes partout dans le monde. Voilà, Joyeux Noël. Une usine à gaz pour financer ce film. En plus, on a pris des risques financiers énormes, mais bon, ça, c'était après le succès de l'Hirondelle, donc c'était normal. Et puis, voilà, le film a fait 2,1 millions, il s'est vendu partout, puis on se retrouve aux Oscars. J'ai envoyé un petit mot au boss de Bercy en disant, voilà, encore merci, quoi. Et juste, vous parliez tout à l'heure d'accompagner des talents. Alors, vous avez connu de nombreux succès, bien sûr, mais il y a aussi eu des échecs, hein, on peut le dire. Oui, ça en fait partie. Et alors, j'allais vous demander comment, puisque le producteur accompagne ses talents, comment on accompagne les talents dans la difficulté après un échec. Qu'est-ce que vous dites à Kassovitz après qu'il se ramasse avec j'ai du mal à lui dire des choses. Qui en plus est un film réussi, donc oui, c'est assez injuste. J'ai du mal à lui dire des choses parce qu'il se barre aux États-Unis et il me dit je sais que je t'abandonne, je sais que je te laisse avec tout ça, mais c'est trop dur pour moi et débrouille-toi. On s'écrira des mots, et puis je prendrai l'avion pour aller le voir.
mais je me retrouve tout seul. Là où ça a été le plus dur pour moi, mon plus gros échec sentimental, c'est Éternité de Tran Anh. Après les 3 films qu'on va faire ensemble avec Ung, Ung va faire un chemin en Asie, un film avec un autre producteur qui va tourner à Hong Kong. Après, il va faire un film japonais avec des producteurs japonais. Et il va enseigner au Vietnam, il va y retourner beaucoup. Et puis voilà, on se donne des nouvelles, mais un jour il vient me revoir en me disant est-ce que tu es d'accord pour qu'on refasse un film? Je dis ouais, on retourne au Vietnam. Il me dit non, je ne veux pas retourner au Vietnam faire un film. Il dit voilà, je veux faire une histoire française. Et il me propose le bouquin Éternité, que j'adore, je l'accompagne là-dessus. C'est un film que j'adore. Dès le premier montage, j'ai vu les rushs, j'étais sur le tournage, mais dès le premier montage, je m'effondre en larmes. Je viens de divorcer, je suis dans une période compliquée, et ça parle de sentiments, ça parle de beaucoup de choses, de la vie, de la famille, voilà. Et je m'effondre en larmes, et je vais manquer de recul pour accompagner Ung sur le montage. Mais heureusement, il y a Philippe, mon associé, qui lui en a. Et on va se prendre le mur. Voilà, ça ne va pas marcher. Tous les partenaires du film disent c'est pas grave, parce que c'est un magnifique film. Il n'a pas trouvé son public. Jérôme Sédou, le premier, qui me console un peu, qui me dit Christophe, tout va bien, voilà, c'est pas grave. Nous, Nord-Ouest, on perd un peu d'argent, mais c'est pas grave. Et puis, 2 mois après la sortie du film, la femme de Ung, qui était directrice artistique sur le tournage, m'appelle et me dit Ung est au fond du trou, Christophe, il va pas bien du tout. Est-ce que tu veux pas déjeuner avec lui, le consoler? Je lui dis si, bien sûr. Et je passe tout le déjeuner à consoler Ung. Et à un moment donné, à la Ung, très intérieur, il me regarde, il me dit Christophe, je sais que là, tu es seul. Je dis non, mais j'ai mes enfants, et puis bon, de temps en temps, j'ai une copine quand même, Ung, t'inquiète pas. Il me dit mais tu es seul? Oui. Il me dit alors, et toi, qui te console? Je me suis, effondré en larmes. C'était la première fois qu'un réalisateur, et j'ai toujours accepté l'égoïsme des talents. Un talent qui n'a pas d'égoïsme, je change de trottoir. Je me dis, oh là là, il y a un problème. Donc l'égoïsme des talents, pour moi, ce n'est pas un problème. Et c'est obligatoire, ils doivent en avoir. Les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les scénaristes. S'ils n'en ont pas, ça ne va pas. Du coup, je suis très habitué à ça. Mais là, il me dit, et toi qui te console, parce qu'il sait très bien que je suis aussi affecté que lui de l'échec de ce film. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je montre ce film à Michael Barker, le patron de Sony Classic aux États-Unis. D'accord, mon anglais a 2 balles, mais c'est bon, j'arrive à le comprendre, j'arrive à m'exprimer. Je ne comprends pas ce qu'il me dit, je ne comprends pas qu'il passe à côté. Je lui dis, Michael, you cannot. Et il me dit, no, Christophe, thank you, but... Alors on a fait des trucs ensemble, je me dis, putain, c'est pas vrai, ce film ne peut pas sortir aux États-Unis, et ça va être comme ça. Moi-même, je le montre à des distributeurs japonais, ils passent à côté, on finit par en décrocher un qui fera un petit boulot au Japon, mais ce n'est pas suffisant. Ben, voilà, ça m'échappe. Voilà, pardon, mais... Et toi qui te console. Et est-ce qu'au-delà de consoler un réalisateur parce que échec commercial, des fois un réalisateur, malgré toute sa bonne volonté, on arrive et le film n'est pas là? Ah ben ça arrive. Qu'est-ce qui se passe dans Et ces alors, cas-là? on n'est pas chez Airbus. Chez Airbus, quand l'avion il sort de l'usine, ils n'appellent pas le préfet pour dire d'évacuer la ville de Toulouse ou la place du Capitole. L'avion, il vole pas loin. Hein. Il décolle à Blagnac, il passe comme ça au-dessus de Toulouse. Il fait pas. Les mecs n'ont pas un parachute en disant « Oh là, il y a un problème avec l'avion ». Il n'est même pas mis en peinture. Hein. Il sort, boum, il saute et ils disent « Ah ben sur la place, on est désolé ». Donc non, ben voilà, on n'est pas chez Airbus. Donc quoi? On a le droit à l'erreur, on a le droit de se prendre le mur. Le cinéma, c'est la création, c'est l'art, c'est les goûts, les couleurs. Lundi, vous allez aimer, mardi, vous n'allez pas aimer. Voilà, c'est une meute complète peut détester le film, et puis il y en a un qui dit « Oh non, moi non, ça me plaît ». Ben ouais, il a peut-être raison, en tout cas de son point de vue à lui, pourquoi pas. Donc c'est pas une science exacte, vous avez beau acquérir de l'expérience, vous recommencez à chaque fois à zéro. Voilà, c'est l'art.
Quoi ? Mais oui, bien sûr qu'on se prend le mur, bien sûr qu'un metteur en scène, il peut complètement se rater. Et il y a des grands cinéastes qui sont complètement ratés à un moment donné. C'est même assez rassurant, je trouve. Alors aujourd'hui, bah oui, tout doit être efficace, tout doit être rentable, tout doit être... le spectateur, il sort de la salle, ça ne lui a pas plu, il demande à être remboursé. Il demande à Amazon de te rembourser, mais pas là, quoi. Désabonne-toi à Netflix si ça ne te plaît pas ce qu'il y a sur Netflix. Mais le cinéma, ben oui, ça ne te plaît pas. Ou ça ne vous plaît pas, pardon, je ne vais pas vous tutoyer. Ça ne vous plaît pas, mais bienvenue, quoi. Faut voir 10 films pour en trouver un qui vous plaît. Il faut même en voir 30. Ben, envoyez-en 30. Ah oui, mais j'ai pas le temps, ça coûte cher. En plus, le ticket de cinéma français est le moins cher de l'Europe. Il est moins cher que le ticket anglais, il est moins cher que le ticket allemand, il est 10 fois moins cher que le ticket américain, il est au même prix que le ticket italien et espagnol, et il est bientôt au même prix que le ticket chinois. Donc oui, c'est cher. Et une place de concert, c'est pas cher. Et l'abonnement à Orange pour la 5G, il n'est pas cher. Donc, voilà, bah, donc oui. Et l'abonnement à Netflix qui a augmenté. L'abonnement à Netflix, oui, bah, l'abonnement à Netflix, je ne le paye pas parce que c'est quelqu'un qui le prend, il file les codes pour les 4 trucs, là, c'est des bandes de salopards. Et puis l'abonnement à Amazon, il y a des tas de gens qui sont abonnés à Amazon pour ne pas payer la livraison, ils ne savent même pas qu'ils sont abonnés à Prime. Bon, bah voilà, ainsi va le monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise non, le cinéma, bien sûr que c'est fait pour aussi se rater. Alors, j'aimerais, pour passer les quelques dernières minutes de cette masterclass, laisser ma place à Benjamin Bonnet, si tu veux bien venir, qui est de la fédération, qui est le président de la Fédération des jeunes producteurs indépendants, avec qui on monte cette année pour la première fois le prix du producteur ou de la productrice d'avenir, qui sera remis donc demain à un producteur de court-métrage. Et comme toi, tu es passé du court-métrage au long-métrage, j'aimerais bien aussi qu'il y ait une petite discussion, si vous le souhaitez, courte, et puis après qui continuera au resto. Non, je vais lui donner mon micro, mon siège, tout, mon blouson. Il repart avec les clés du camion. Non, pas les chaussures. On avait dit pas les chaussures. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Alors, c'est totalement improvisé, donc j'étais là à vous écouter très attentivement et religieusement. Merci de me donner cette brève parole. C'est totalement inspirant de votre parcours. D'une certaine manière, moi, j'ai créé une boîte de production il y a 5 ans. J'étais banquier avant, donc un peu quand même dans une logique de producteur. Et on a besoin de figures comme vous pour se projeter, enfin, au moins un minima en se disant oui, il y a des très belles histoires et qui peuvent se construire aussi dans l'ombre, puisque c'est vrai que les producteurs, on est plutôt dans une... J'ai beaucoup aimé la métaphore j'en vois un là-bas d'ailleurs, d'extincteur. Je me suis reconnu aussi. Patrick, je sais pas. Alors, c'est assez rigolo parce que, en l'occurrence, j'ai produit des courts-métrages avec des réalisatrices et réalisateurs que j'aime beaucoup et qui sont partis faire leur premier long avec d'autres producteurs. C'est dégueulasse, ça. Ouais, ça, c'est un peu dur. Je pense notamment à Sylvie Hautecoeur, qui est une amie très proche, dont j'ai fait les 2 premiers courts-métrages et qui présentait son premier long hier soir, produit par d'autres, mais qui m'avait proposé le scénario. Vous l'aviez refusé ? C'est pas que je l'avais refusé, c'était pas vraiment le moment, l'alignement pour moi de l'accompagner. J'ai un autre exemple, bon, peu importe. Mais c'est ça qui m'intéresse, en fait, de comprendre un peu le levier qui permet justement de se dire, comme vous l'avez fait avec Mathieu, comme vous l'avez fait avec d'autres, qu'est-ce qui m'a peut-être manqué, et probablement je fais une autocritique, j'ai peut-être pas eu assez d'ambition à ce moment-là, ou pas assez d'envie de prendre ce risque-là avec Sylvie sur cette histoire qu'elle me proposait. Donc, ne cherchez pas midi à 14h, il ne vous a rien manqué du tout. Vous êtes libre. Donc ça s'est pas fait, faut regarder devant. Moi, j'ai pas de conseils à vous donner, mais voilà, ça s'est pas fait. Elle est partie ailleurs. Bon, vous lui avez dit non, c'est pas le moment. Bon, ok. Puis une autre fois, vous avez peut-être pas vu le truc. Et alors, c'est impossible de ne rien rater. C'est impossible. C'est impossible d'avoir tout bon. C'est impossible d'être tout le temps là au bon endroit. Il y a des producteurs, ils écoutent leur envie de monteur d'affaires. C'est-à-dire que leur pif, il est surtout développé pour se dire, voilà, là, il y a un truc, il y a une affaire, ça peut marcher. Bon, après,
Et personne n'a le Graal, et personne n'a la clé pour le succès. Mais voilà, et puis il y a d'autres producteurs qui vont être plus dans cette histoire-là me parle, cette personne-là me donne envie de l'accompagner. Et puis, est-ce que ça peut marcher? Je ne sais pas, on verra bien. Mais je m'en fous déjà. Oui, mais le marché, mais je m'en fous aussi. Oui, mais le public, mais non, mais c'est bon. Il y a Netflix maintenant avec son algorithme là, ultra puissant qui travaille pour le public. Et avant, il y avait les diffuseurs qui aussi travaillent. C'est normal. TF1, il va pas faire des trucs pour le public d'M6. Bon, ils l'ont racheté M6 du coup, mais il va pas faire des trucs pour Arte. Donc Arte connaît son public, TF1 connaît son public. Moi, je connais pas. Je suis tout le temps dans les salles. J'adore ça. Il n'y a pas un film que j'ai produit que j'ai pas accompagné dans les salles du Nord, ma région, dans les salles pour aller auprès du spectateur. Mais il est multiple, le spectateur de cinéma. Même si on lui parle, même si on discute avec lui, je ne lui demande pas ce qu'il veut. Je lui dis pas, alors vous voudriez quoi maintenant? Il y a l'algorithme qui le fait dans son dos. Donc, ben voilà, je me dis, ben non, je suis mon instinct, suivez le vôtre. Et puis, ben voilà, on nous dit des fois, ah, vous avez eu le pif, hein, c'est très à la mode, c'est pile poil dans l'air du temps. Tu parles, c'était il y a 3 ans qu'on m'a raconté une histoire, c'était pas du tout dans l'air du temps, puis on arrive pile poil. Ça s'appelle la chance. Si on est là, sur cette terre, il y a ceux qui croient en Dieu, donc très bien, c'est beaucoup plus simple pour eux. Moi, je ne crois pas. Mais donc, pour les non-croyants, si on est là, c'est le hasard et la chance. On n'a rien à faire là. On ne devait pas être là. Voilà. De la soupe originelle du Big Bang, comment on est là? Donc, le hasard, la chance, bah, très bien. Moi, je fais mon métier avec ça. C'est un ingrédient formidable. Alors après, la chance, il faut parfois aller la chercher. Il faut se mettre à l'abri bus le matin quand le bus passe ou aller à la gare quand le train va partir. Sinon, on le rate, on ne monte pas dedans. Donc, il faut aller la chercher, la chance. Voilà, c'est le travail, c'est y croire, c'est mettre un peu de passion, tout ça. Vous ne bilez pas. Non, non, je ne suis pas bileux, mais vous êtes jeune et donc vous le savez que vous allez vivre jusqu'à 120 ans. C'est les boules. Hein. La médecine va faire tellement de progrès que c'est cuit pour vous. 120 ans, vous avez le temps. Hein. Alors là, prenez le temps. Quoi. Vous avez raté ça, plus encore. Ben, le prochain, vous ne le raterez plus. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. J'en profite puisque vous parliez on parlait de court-métrage, d'accompagner des talents et tout. Vous avez commencé avec le court-métrage. C'était à l'époque une formidable école. Ça l'est peut-être encore aujourd'hui. J'allais vous le demander. Selon vous, aujourd'hui, est-ce que le court-métrage est-ce que c'est encore possible de passer du court au long-métrage? Voilà, Moi, je pense que métier de la production. Je pense que oui, mais aujourd'hui, c'est vrai que pour tous les métiers, il faut faire une école. Alors aujourd'hui, ben, le métier de producteur s'apprend dans des écoles. À la FEMIS et ailleurs. À mon époque, non. Je vous disais, moi, je vais devenir producteur. Bon, bah, si vous vouliez le devenir, vous le deveniez, vous créiez une boîte. Je pense que c'est encore possible aujourd'hui, et que le cours reste une école. Mais c'est plus à vous de nous dire ça. Alors moi, je ne suis pas non plus issu j'ai une formation plutôt comme les frères économique. Exactement. Donc j'étais anciennement banquier, donc je suis devenu producteur en étant en partie d'ailleurs à un moment donné l'assistant de Michel de Broca. J'ai eu cette chance-là. Ouais. Ouais. Donc c'était une vraie maman de cinéma qui m'a transmis le métier de producteur entre autres. Et j'ai commencé par du format court évidemment. Alors je dirais qu'il y a évidemment une école du court, il y a moins une économie du court, ça c'est une certitude, il faut le savoir. Mais en effet c'est une formidable. Pour moi, je n'envisage pas de faire un premier long métrage sans passer justement du court au long avec une réalisatrice ou un réalisateur, parce que j'ai besoin de cette fidélité, de ce temps long, de voir comment est-ce qu'on s'apprivoise, comment est-ce qu'on... C'est un peu une histoire de couple, hein, vous en parliez tout à l'heure, mais on passe tellement de temps ensemble et on passe par tellement d'émotions et de grandes joies et à un moment donné de grandes difficultés qu'il faut se connaître et savoir comment en tempête on arrive à faire maintenir le bateau. Je vous raconte une anecdote. Après Métis, qui fait 100 000 entrées, mais ce qui est déjà pas mal, il n'avait coûté rien, Métis. Donc tout va bien. On le distribue nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de distributeur, mais bon, voilà, il existe. La presse l'a vu, elle est plutôt positive. Et nous, donc, on va faire Assassin. C'est ce qu'on veut faire. Et Claude Berry, qui était un magnifique producteur, qui était aussi réalisateur, acteur, mais c'était un immense producteur, très puissant, très riche. Je ne sais pas comment il voit Métis. Bon, voilà, lui, il ne se demande pas, il appelle Kassovitz et il lui dit « je veux te voir ».
Mathieu me le dit avant d'y aller. Moi, je suis comme ça. Je lui dis, tu vas pas aller voir Claude Berry, il va te mettre un énorme chèque sur la table. Je l'ai pas, moi, le chèque. Et Mathieu me dit, mais non, attends, c'est Claude Berry, laisse-moi le rencontrer. T'inquiète, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Mais je suis nerveux quand même. Et voilà, il revient, il me dit, oui, il m'a mis un énorme chèque sur la table. Et je lui ai parlé de toi, il s'en foutait. Et il a dit, venez chez moi, quoi, vous serez mieux. Et donc, Mathieu lui a dit non. Et un jour, je croise Claude Berry, je fais sa connaissance, après la haine. Et donc, je vais le voir, je ne me démonte pas. Je lui dis, Monsieur Berry, vous m'avez fait ça, quoi. Il ne se souvenait plus. Bon, il avait fait son job en même temps. Hein. Puis c'était Berry, c'était un nabab. Donc, et moi, je monte sur les barricades, quoi. Je lui dis, moi, est-ce que je pouvais produire Jean-Jacques Hano ? Moi, je pouvais vous piquer Jean-Jacques Hano et lui mettre un chèque sur la table et produire l'amant, par exemple. Pourquoi vous êtes venu sur mes plates-bandes ? Vous n'en avez pas assez ? Vous êtes un ogre. Je lui dis, vous avez tout ce que vous voulez. Il l'a très mal pris. Il m'a tège. Il l'a très mal pris. Je suis reparti, je me suis dit, je m'en fous, je suis allé lui dire, quoi. Mais bon... et après, je me suis dit, merde, t'es con, quoi. C'est quand même Claude Berry, quoi.